Bonjour mes petits crocodiles, bienvenue dans ce 7e épisode de 5e Plume, le podcast dédié aux auteurs et autrices du 5e arrondissement. Alors, petite parenthèse avant de commencer ce 7e épisode, parenthèse sur l'exposition Regard singulier sur le 5e arrondissement qui aura lieu du 26 novembre au 6 décembre 2025 à la salle Capitan, place du Panthéon. Je vous rappelle que lors de cette exposition, vous pourrez voir les portraits réalisés, des portraits en noir et blanc des auteurs et autrices qui nous ont accompagnés tout le long de cette année. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons l'autrice Fadela Ebadj et comme d'habitude, nous découvrirons son parcours et son univers littéraire à travers ses deux livres, L'Arbre d'ébène et Les Ensorcelés. Voilà. Je vous souhaite de passer un agréable moment, mes petits crocodiles, et surtout, ne cessez jamais de lire, que ce soit les grands classiques comme nos contemporains, et quel que soit le genre littéraire. À bientôt. Alors, bonjour Fadela, merci d'être avec nous. J'aimerais commencer par le tout début, à savoir comment est née chez vous cette envie d'écrire. Oui, alors cette envie d'écrire, elle date de très loin puisque adolescente déjà, j'écrivais des nouvelles. J'aimais les textes philosophiques, les textes de théâtre, les textes littéraires et philosophiques, et j'écrivais moi-même des petites nouvelles dans ma chambre. Et on parle de quel âge là dans la chambre? On parle de 11-10 ans. 11-10 ans déjà? D'accord. 11 ans, 12 ans. J'écrivais des chansons aussi. Ouais. J'ai écrit des chansons. Des nouvelles peut-être? Des nouvelles aussi, oui. Déjà préadolescente et adolescente. Et puis j'ai fait des études de philosophie parce que ça me convenait bien, que je continuais je poursuivais mes lectures philosophiques et je me sentais à ma place là. Ouais. L'écriture en tous les cas a toujours pris une grande part dans ma vie. D'accord. Question, avant l'Arbre d'ébène, vous travaillez encore aujourd'hui dans l'enseignement. Est-ce que cette expérience dans l'enseignement, ce rapport à la transmission, a façonné votre manière d'écrire? Le rapport à la transmission, oui, sûrement. Je ne sais pas trop parce que je ne peux pas analyser, moi, l'Arbre d'ébène. Avec l'Arbre d'ébène, je suis dans un univers d'images. Donc je suis dans les images et non pas dans les pensées, dans des images qui me venaient à l'esprit et que j'essayais de mettre en mots, de mettre en représentation. L'Arbre d'ébène, c'est pas une œuvre nécessaire. Je n'ai pas envie d'analyser l'Arbre d'ébène. Enfin, je ne le souhaite pas. Comme j'analyse ou que j'explique des textes de Spinoza, de Kant ou de Descartes. Je comprends. Ça ne m'intéresse pas parce que je crois que soit on est dans l'analyse, soit on est dans la liberté d'une création, certaine manière. Dans une forme de liberté où on n'a plus de recul et où la distanciation critique est complètement éteinte, elle n'est pas là, il y a une liberté, c'est bien ce que vous dites, la liberté. Ouais. Je voulais revenir également sur la musicalité de vos textes, Fadela. On sent que chaque mot est pesé, rythmé, presque chanté. Vous travaillez la phrase à l'oreille ou vous la lisez à voix haute? Alors d'abord, je vois des images. Je vois des images, oui. Et j'essaie de mettre en mots ces images. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai des images, je pars à partir d'images. Et l'Arbre d'ébène, quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai vu une photo dans Le Monde d'un petit garçon qui était assis sur un sac de couchage et d'une mère à côté. Et c'est cette image qui a déclenché l'écriture de l'Arbre d'ébène. C'est à partir de cette image-là, elle m'a touchée et je ne savais plus quoi faire avec cette image qui... C'était vraiment
elle était continuellement là dans ma tête, cette image. Et il fallait que je m'en défasse, il fallait que je me libère d'elle. Et j'ai eu cette petite voix de ce petit garçon dans la tête qui m'a raconté son histoire. D'accord. Quand vous écrivez, Fadela, vous pensez à vos lecteurs ou plutôt vous écrivez d'abord pour vous, pour explorer quelque chose d'intime? Je ne pense pas, je ne flatte personne et j'ai pas, même si j'entends dans votre question qu'on écrit toujours pour un public et c'est très juste, mais par rapport à l'Arbre d'ébène, j'ai écrit pour un public, certainement, on écrit toujours pour quelqu'un, je ne sais pas si c'est... peut-être aussi pour moi, d'abord pour moi, oui, principalement pour moi, pour me libérer d'un certain nombre d'images, et je ne voulais pas être complice de ce que vivaient certaines personnes qui n'avaient pas de papier, et puis plus je me baladais dans Paris, et du côté même dans Paris, et je voyais des familles entières être expulsées de logements et ça me faisait mal. Et donc je voulais vraiment me libérer de ça en me disant je ne veux pas être complice de ce qui se passe là. Je ne veux pas là être associée à ça. Voilà. Donc pour moi c'était une ligne de démarcation, enfin une frontière en tous les cas entre certaines politiques qui sont certainement, enfin qui ont leur logique, hein, mais je ne voulais pas être associée à ce qui se passait pour ces enfants. Et notamment parce qu'il y a eu en 2008 la directive Retour qui a été extrêmement violente aussi à l'égard des familles parce qu'elle les séparait, même des enfants. Après ça, on est revenu là-dessus, heureusement, mais je trouvais que c'était une loi très dure pour les familles. Côté pratique, est-ce que vous avez une routine d'écriture ? Alors, est-ce qu'il y a des heures précises où vous écrivez? Alors, pour l'Arbre d'ébène, ça pouvait être à 5 h du matin, comme dans des moments où j'avais un peu de temps, ou quand les images me venaient à l'esprit. Voilà, quand les images me venaient, les idées nous viennent, comme les images nous viennent aussi. Ouais. De la même manière. Donc vous vous levez dès qu'une image vous vient à l'esprit? Oui, et je ne dormais pas. Parfois, je me lève. Il m'est arrivé, pour l'Arbre d'ébène, il m'arrivait de me lever et je me levais pour écrire. Oui, parce qu'il faut saisir le moment où les images nous viennent. Et quand rien ne vous vient, ni d'image, j'écris pas. Vous n'écrivez pas, hein. C'est ça. Donc vous n'écrivez que lorsque voilà. Quand ça vient, je ne décide pas de penser à un moment donné, comme je ne décide pas à un moment donné d'avoir une image. Les images nous viennent comme les idées nous viennent. Non, mais je vous interroge à ce sujet parce que c'est vrai que d'un écrivain à un autre, en fait, c'est peut-être pas la même chose. Moi, je sais qu'il y en a certains, ils ont témoigné, voilà, à avoir des heures fixes où ils s'obligeaient en fait à maintenir un rythme d'écriture. Alors c'est pour ça que je suis toujours curieux de la façon dont chaque auteur ou autrice en fait appréhende son travail. Oui, chaque histoire est singulière. Alors, ce que je vous propose désormais, puisque j'ai lu vos 2 livres, L'Arbre d'ébène et Les Ensorcelés, c'est d'aborder le premier livre. C'est le contrat que je passe avec les auteurs et autrices que je reçois dans cette émission. Voilà. Donc, parlons de votre premier roman, L'Arbre d'ébène, sorti en 2008 chez Buchet-Chastel. C'est un texte fort qui résonne d'autant plus avec l'actualité. Comment est né ce livre? Alors, d'une certaine manière, vous y avez répondu avec cette photo que vous avez vue donc de cet enfant. C'était dans Le Monde, je crois. Ouais. Le prénom que vous avez choisi pour cet enfant dans le livre, c'est le prénom de cet enfant, de cette photo dans Le Monde Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. Donc c'est complètement romancé. Oui, j'ai pensé à Nasser. J'ai trouvé que ça lui convenait bien. J'aurais pu l'appeler autrement, j'aurais pu l'appeler autrement. Mais... Bien sûr. Alors,
Donc l'arbre d'ébène, c'est l'histoire de cet enfant malien, Nasser, sans papier, qui débarque en France avec sa mère. Après 2 ans passés à Marseille, lui et sa mère arrivent à Paris. Cette histoire raconte la difficulté de se loger, la difficulté de trouver un travail sans papier, la difficulté de se nourrir, la peur de la police. Mais cette histoire raconte aussi la solidarité, celle d'Yvonne à Marseille, celle de Mario et d'André à Paris. Cette histoire raconte aussi l'amour d'une mère. Et enfin, cette histoire est un message de résilience et d'espoir. Je propose de faire un petit clin d'œil au photographe que je suis également. Et pour ce faire, je vous propose de lire un passage de votre livre L'arbre d'ébène, de la page 96 à 97. C'est là ? J'ai noté, voilà. Je vous propose de le lire. Une femme est venue vers moi et a voulu me photographier. Je lui ai fait un signe de refus. J'ai tourné la tête et j'ai regardé le désert. Elle m'a tendu un porte-monnaie vide et croyant que je ne comprenais pas ce qu'elle disait, elle m'a montré son appareil photo. J'ai pris le porte-monnaie. Elle m'a demandé de sourire en faisant la grimace. Je n'ai pas souri parce que je ne voulais pas qu'elle me prenne en photo. Elle a dû penser que le porte-monnaie ne suffirait pas pour me prendre en photo, alors elle m'a tendu quelques pièces de monnaie. Elle a pris sa photo. J'ai senti que quelque chose partait de moi. Elle m'avait prise sans mon accord, me volant ma présence dans le désert. Je n'ai pas bougé jusqu'à leur départ. C'était si simple pour elle de prendre ce qui ne lui appartenait pas. Alors, merci pour cette lecture, Fadela. Voir une photo de portrait comme un vol de l'âme, voir un viol quand cela est fait sans autorisation, est-ce à dire que c'est une vision africaine ou plutôt une vision contemporaine du rapport à l'image ? Alors, je ne sais pas, mais ce moment-là est un moment très particulier dans le texte. Parce que je suis partie au Niger, il y a très longtemps, dans le massif de l'Aïr. Et j'avais un appareil photo. Et j'ai voulu prendre en photo une femme. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné tout ce que j'avais. Et elle m'a regardée, et puis après elle est partie. Et moi j'avais plus rien. Enfin, j'avais plus rien. Je lui ai donné ce que j'avais sur moi pour la prendre en photo. Et je me suis sentie honteuse, je me suis sentie très mal, très très mal. Et j'ai gardé ce moment comme un très mauvais souvenir. Très très mauvais souvenir. Et je me suis rappelée de ce moment-là. En tout cas, c'est un très beau moment et moi, ça résonne d'autant plus que vous savez, de temps en temps, je fais ce qu'on appelle en photo des points of view. C'est-à-dire quand je vais dans la rue pour interpeller les gens et leur proposer de faire des photos. Et je sais que je prends grand soin à les aborder parce que je retrouve dans ce texte, dans ce que vous écrivez, cette difficulté en effet pour certaines personnes à être prises en photo et qui ne le désirent pas toujours. Donc encore une fois, en tant que photographe, il faut vraiment être vigilant. Oui, mais elle était tellement belle. J'ai encore cette photo à la maison. Hein. Elle était si belle, cette femme. Elle était si belle, elle était très très belle, cette femme. Mais j'ai vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je voulais la prendre en photo. Voilà, je voulais la prendre en photo. Je n'aurais pas dû. Voilà. Donc j'ai eu le sentiment de lui avoir volé quelque chose. Écrivez, Fadela, c'était si simple pour elle de prendre ce qui ne lui appartenait pas. Est-ce que d'une certaine manière, on n'entend pas, vous n'écrivez pas, d'une certaine manière, c'est si simple pour l'Occident de prendre ce qui ne lui appartient pas? Peut-être on peut partir de cette histoire singulière, là, moi, la prenant en photo, avec... moi, je me suis sentie... peut-être qu'on peut l'entendre de cette façon, oui, pourquoi pas.
en Occident qui pille l'Afrique ou qui pille je ne sais pas quel pays. Sans doute, mais je ne pensais pas. À ce moment-là. À ce moment-là, je ne pensais pas à un Occident qui pille l'Afrique, même si c'est un fait, mais je ne pensais pas à ça. Alors, après chaque lecture, déjà, je donne mon avis, qui reste un avis personnel. Hein, et je dois dire que j'ai apprécié ce livre, et je l'apprécie d'autant plus qu'il résonne aujourd'hui, de par l'actualité, sur l'identité. Qui sommes-nous? C'est quoi d'être français? Aujourd'hui, on entend beaucoup ça. Mais surtout parce qu'il résonne en moi, il me rappelle mon histoire personnelle. Puisque, alors si vous voulez en savoir un peu, avec plaisir. J'ai fait une petite parenthèse, ce qui nous permettra de rebondir également, pourquoi pas, sur les ensorcelés, juste derrière, puisque moi je suis donc l'aîné d'une fratrie de 4 frères, de pères inconnus, d'une mère donc qui est partie de la Réunion seule avec ses 4 enfants en France, dans l'espoir de leur donner une meilleure vie. Donc j'ai connu, sans doute un peu comme vous, ce rapport à l'argent, ce rapport aux autres aussi qui est difficile. Et encore, moi j'ai cette chance entre guillemets d'être de peau blanche. Je dis ça parce que j'ai un frère métis qui pour lui ça n'a pas été aussi facile du coup. Et on est dans ces années 70-80 où l'ouverture d'esprit n'est pas celle d'aujourd'hui. Et moi je me rappelle notamment de ma mère qui a eu beaucoup de difficultés lorsqu'elle s'est mariée donc, avec mon beau-père, à se faire admettre par cette belle famille de Français. Donc voilà, donc c'est pour ça que ce livre résonne, tout ce qu'a vécu ce Nasser. Alors même si j'ai pas eu des moments aussi durs que lui, mais ce sont des choses qui me parlent. Voilà. Je ferme la parenthèse. Merci. Hein. C'est intéressant. Ça veut dire que ça continue. Ça veut dire que il y a toujours. C'est ce que j'ai apprécié justement par rapport à cette expérience photographique que j'ai vécu avec vous. Ce que j'ai apprécié, je l'ai dit à ma fille en venant ici, c'est l'absence de préjugés. Je me suis sentie bien. Quand vous avez pris ces photos, et ça c'est important, il faut que je vous le dise, parce que je connais mon nom, dès que je donne mon nom, j'entrevois, je sens, j'intuitionne, les désirs des autres parlent à travers les mots, à travers ce qu'ils disent, à travers leurs gestes, à travers leurs paroles. Et je sens beaucoup des notes de préjugés, beaucoup, et c'est insupportable, et encore maintenant, et là, parce que quand même on a une petite différence d'âge tous les deux, je suis... Pas tant que ça, vous pensez combien? Je ne sais pas, mais enfin, en tous les cas, vous n'avez pas 60 ans. Non, d'accord. Mais moi j'ai 60 ans pratiquement, là, 8 janvier... Vous êtes de 66, vous allez bientôt avoir un OK, mais je vous assure qu'on n'est pas si loin que ça. Je ne sais pas, vous avez quel âge? 45? Eh bien, sachez, ma chère Fadela, que j'en ai 55. D'accord. Je suis de 69, vous voyez, nous avons 3 ans d'écart. D'accord. Voilà pour la petite parenthèse personnelle. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié votre rapport au monde et votre rapport aux personnes, parce qu'on se sent libre et voilà. Alors moi j'ai un adage en fait dans la vie, c'est que never prejudge, voilà. Aucun préjugé. Voilà. En fait, quelle que soit la personne que j'ai en face de moi. Alors, je vous propose donc d'aborder donc votre second livre, Les Ensorcelés. Votre deuxième roman. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un roman? C'est pas un roman, c'est plutôt un récit autobiographique. On va l'appeler Éclat de vie. Éclat de vie ou. Éclat de vie. Éclat de vie, oui, parce que voilà, pour moi c'est plutôt une histoire personnelle, donc un récit autobiographique. Oui. Alors ce livre, donc le décor est planté dès la première phrase, hein, puisque cette première phrase c'est
Au commencement fut l'assassinat de ma mère et de ma sœur, 21 novembre 1972. Donc, vous avez quel âge? Vous avez 6-7 ans quand 6 ans, j'avais sur mes ça arrive. 7 ans. Ouais. C'est ça, c'est ça. Alors cet événement a été fondateur, j'imagine, pour vous, de la femme que vous deviendrez. Oui, c'est vrai, parce que de toute façon, moi je pense que une tragédie dans une famille, c'est le commencement de quelque chose. C'est un événement, comme tout événement, c'est un fait d'abord imprévisible, inattendu, qui change le cours de l'histoire, qui va changer le cours de l'histoire d'une personne. En tant qu'événement, même si oui, dans ma vie, ça me constitue, c'est un événement qui fait partie de ma vie, et puis il faut en faire autre chose. Mais oui, et c'est pour ça que quelque part, avant 21 novembre 72, je parlais le kabyle. Donc c'était ma langue maternelle. Ma mère me parlait le kabyle. Et je parlais donc le kabyle. Et là, je ne parle plus le kabyle, je l'ai perdu. En fait, il y a eu tout un moment de silence. Je me suis retrouvée dans les grands textes parce qu'il me consolait, parce qu'il parlait à ma place, parce que certaines histoires tragiques, je les entendais, je les comprenais. On est dans une période de sentiments, de sentiments qui sont... Et puis c'est possible de traduire des sentiments. C'est pas facile, hein, mais c'est possible. Il est facile de ressentir une sensation, mais un sentiment, c'est quelque chose de très 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 difficile à transcrire, à traduire. En parlant de sentiments, vous écrivez également dans le livre « La rage et la colère sont mes 2 lignes de conduite morale ». Est-ce aujourd'hui toujours le cas? Non, c'est plus le cas. La rage s'estompe, elle s'estompe. Elle s'estompe avec le temps ou avec parce le que temps. Juste parce que ça ne sert à rien finalement? Non, elle sert à quelque chose. Moi, elle m'a servi à écrire Les Ensorcelés. D'accord. Elle sert à quelque chose. Elle est inévitable. S'il n'y a pas la rage dans un moment aussi tragique, en tous les cas, en ce qui me concerne, c'est la dépression. Il faut qu'il y ait la colère et la rage pour sortir de la dépression, pour ne pas sombrer, pas tomber dans la dépression. Et c'est un moment difficile, en même temps, la rage, hein, la fureur, le zèle. Il faut sortir de là. Pour sortir de là, il faut beaucoup de rage. Ouais. Ce livre, c'est aussi, Fadela, un livre sur le déni de justice de la République. À l'incompréhension de votre père, vous allez y poser un combat farouche en accédant au dossier judiciaire, non sans mal, 35 ans après, pour y découvrir une enquête et un procès bâclé dans une France indifférente au sort des émigrés. Ce combat est clos désormais? Alors c'est un combat qui est toujours ouvert pour beaucoup de personnes, parce que moi, par rapport à ma propre histoire, donc j'ai découvert cette surprenante défense 35 ans plus tard, mais... C'est pour ça que je ne voulais pas revenir sur le titre Les Ensorcelés, et c'est pour ça que je laisse au lecteur d'acheter votre livre et de comprendre ce titre. Et donc je ne spoil pas en fait l'histoire. Oui, alors sans raconter l'histoire, d'accord, mais il y a un dossier quand même judiciaire et policier, et un rapport policier, et l'affaire était classée exceptionnelle, donc cette affaire, ce dossier, je n'aurais jamais dû l'avoir entre les mains. C'était un dossier classé exceptionnel. Vous voulez dire que même après la prescription des 30 ans, lorsqu'un dossier est classé exceptionnel, on n'y accède pas? Il y a des dossiers classés confidentiels, donc ça c'est 35 ans, mais après exceptionnel, c'est pas possible. Alors il faut demander une dérogation auprès du procureur, et il est rare qu'il vous l'accorde. Moi je l'ai obtenu, et donc, mais en même temps il y avait simplement le désir de savoir. Bien sûr, au début. Bien sûr. Il n'y avait rien, je ne savais rien.
J'ai tout découvert quand j'ai ouvert le dossier. Une façon de poursuivre un peu l'œuvre de votre père également peut-être, qui lui a essayé de chercher aussi, je pense, de comprendre en tout cas. Alors oui, puis lui avait peut-être mal conseillé, et il a essayé de comprendre, mais là, il a compris beaucoup de choses, mais il n'a pas voulu tout me dire, je pense aussi. Hein. Il y a des choses aussi que je ne sais pas parce qu'il ne m'a rien dit. Mais d'abord, la première démarche, c'est une démarche de connaissance. Bien sûr. De savoir pourquoi une chose pareille peut se dérouler en France. C'est ça. Pourquoi parce que j'avais entendu parler du meurtrier qui avait été libéré très, très rapidement, mais je ne savais pas pourquoi aussi. Donc il fallait que je fasse aussi. C'est nécessaire pour sortir de. Faut se confronter au réel. Parfois il n'est pas facile, mais en tous les cas c'était la seule solution pour moi pour ne pas. J'avais quand même le sentiment que tout ce que je vivais dans ma vie personnelle étaient des histoires qui étaient vouées à l'échec. Parce qu'au départ. Parce que votre socle n'était pas dès défini le départ. Oui, parce que je m'illusionnais beaucoup. Et donc, quand vous rencontrez une personne qui, moi, je me trouvais, j'avais une facilité absolument incroyable de produire des fantasmes. J'avais cette faculté de produire des mystifications et des mystères. Et c'est pas. D'abord, c'est pas. Et puis, de toute façon, à un moment donné, ça marche pas. Quoi. Tout socle illusoire n'est qu'un socle illusoire. Donc, il fallait que je me confronte vraiment à ma propre histoire pour savoir ce qui s'est. Pardon, là, je bouge la table. Je ne détruirai rien, je vous assure. De chercher à me solidifier, en tous les cas, à quitter un univers illusoire. À me tirer d'un univers illusoire. Voilà. C'est peut-être pas bien dit, mais bon. Alors enfin, ce livre, Fadela, c'est un message d'amour, celui d'un père qui dit à sa fille « Tu as quelque chose en toi, tu ne le vois pas, ne rejette pas ce que tu es ». Mais c'est aussi un livre d'amour, l'amour des mères qui vous souffle « Aime si tu ne veux plus avoir froid ». Alors, on arrive à la fin de cette interview, bientôt. Je vais donner mon avis, puis après je crois que vous avez un mot à dire, peut-être, sur ce livre ou... C'était pour revenir à l'État français, l'accusation de l'État français. Parce que alors je vous laisse cette parenthèse en effet, pour clarifier certaines choses. Le contenu, même si ce n'est pas parce qu'un magistrat qui était chargé de l'enquête a exigé des commissions rogatoires tournées vers de folles investigations que je suis contre la justice française. Pas du tout. Au contraire. C'est pas parce qu'un magistrat déshonore sa fonction que tous les magistrats... On va jeter l'opprobre sur toute la profession. C'est pas possible de dire des choses pareilles. Donc c'est pas possible. Donc si un magistrat était la cause de crimes d'innocente, de la ruine de ma famille aussi, puisque de son éclatement, parce que ma famille a été éclatée, ce magistrat a suivi sa haine de l'étranger si, au lieu de suivre les lois, parce que c'est d'entreprendre un procès avant de penser la thèse de l'irresponsabilité du meurtrier, qui était fondée sur un déracinement culturel. La thèse, son irresponsabilité est fondée sur un déracinement culturel. La justice a été atteinte dans sa dignité, là. Elle a été atteinte dans sa dignité, et il serait absurde de dire que la justice n'existe pas. Mais il serait fou de ne pas lui en vouloir quand elle déraille par la faute d'un seul homme.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette accusation constante que l'on me fait, que l'on m'impute à chaque fois quand on me dit mais vous accusez la justice française, etc. Non, pas du tout, au contraire, je pense qu'il est important de la critiquer pour sa stabilité, pour sa propre stabilité. Je pense que c'est ça également, donc personnellement. Donc je vous propose de donner donc mon avis également sur mon avis personnel sur votre livre. J'avoue que c'est un livre qui m'a mis un peu mal à l'aise parce que c'est une histoire difficile et vraie. Mal à l'aise vis-à-vis de la défiance envers la justice qui au final ne reste qu'une justice des hommes, donc imparfaite, mais pour autant nécessaire. Mais je retiens une chose, que cela soit dans votre roman L'Arbre d'ébène ou dans ce livre Les Ensorcelés, Fadela, vous finissez toujours par un message d'amour et je rends hommage à la femme solaire que vous êtes. Je vous remercie. Aussi, qu'aimeriez-vous que le lecteur garde de vous après avoir refermé un de vos livres ? Ce qu'il désire en garder. Je n'ai pas ce qu'il désire en garder. Quand je prends un livre, je ne pense pas à l'auteur, je ne pense pas à l'auteur, je lis une histoire, je lis un récit. Alors moi personnellement quand j'ai lu Les Ensorcelés, j'ai pensé à vous quand même, parce que comme c'est votre histoire, donc autant dire que j'ai pensé à vous. C'est particulier. J'ai écrit ce livre pour ma propre construction mentale, voilà, pour mon propre équilibre mental. Donc peut-être qu'il n'intéressera personne. Voilà. Non, je vous assurerai que si Fadela, pour cet entretien, nous avons un rituel dans l'émission. Je vous propose donc de me dédicacer vos 2 livres. Très bien. J'aurai plaisir à les garder dans ma bibliothèque ainsi. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez autour de vous. C'est grâce à vous que ces voix continuent de résonner. Et surtout, ne cessez jamais de lire. Donc merci pour ces 2 dédicaces, Fadela. Et là-dessus, je vous dis one set, puisque l'exposition donc photo pour le vernissage de l'exposition Regard singulier sur le 5e arrondissement, puisque c'est un projet qui m'a tenu toute cette année. C'est ce pourquoi aussi on se rencontre aujourd'hui, qu'on fait cet entretien. Donc rendez-vous au 27, à vous comme à tous les auditeurs et toutes les auditrices, pour découvrir les photos, les portraits des auteurs qui m'ont accompagné toute cette année, et notamment vous, Fadela. Donc vous aurez donc une journée, donc le vernissage le 27, et une journée qui vous sera dédiée également pour découvrir toutes vos photos. Voilà. Et merci à vous, et je voudrais aussi vous dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié vos interviews, cet entretien que j'ai partagé avec vous, et la séance photo aussi. Parfait. Au revoir. Au revoir. Mes chers crocodiles, petits et grands, je vous propose de vous retrouver au vernissage de l'exposition Regard singulier le 27 novembre dans la salle Capitan, place du Panthéon. Venez y découvrir les portraits en noir et blanc de nos auteurs et autrices, à savoir Anne Pouget, Cédric Gras, Philippe Di Folco, Tonino Benacquista, Robert Ebghi, Hervé Villard, Renaud Santamaria, Fadela Ebadj et Anne Serre. Et parce qu'une exposition coûte, pour ceux qui veulent contribuer à la réussite de cette exposition, je vous invite à consulter la capsule sur la campagne Ulule, campagne de financement participatif. Je compte sur votre présence le 27 novembre à 17h et nous pourrons échanger et avoir un vrai moment de partage. À très bientôt mes petits crocodiles.